scolaire des étudiants. I have a dream. I remember I was doing an interview with someone, a young lady, and she said, "So, I really want to understand who you are." And I said, "Okay." I said, "Well, I'm a Scientologist." And she goes, yes, no, but I want to understand who you are." I said, no. You better read about, go read about what Scientology is. And she said, "Well, no, but I want to know who you are." I said, "No. I'm a Scientologist." Cette image de Tom Cruise prêchant pour l'église de Scientologie, tout le monde peut y avoir accès sur Internet. Le tabou a fini par tomber, cela n'est plus un secret. L'acteur est devenu ce que la secte voulait, le meilleur de ses ambassadeurs. Certains évoquent même le fait que dans sa hiérarchie, il serait devenu le numéro 2 de l'église. Un statut et un prosélytisme qui vont finir par l'affaiblir à Hollywood. Durant des années, Tom Cruise a donc été formé, éduqué au secret. Aujourd'hui, sa vie, sa femme, ses enfants, plus rien n'échappe à la culture scientologue. Mais alors, d'où vient cette obsession mystique? Comment Tom Cruise, la star, a enfilé le costume du prophète? Commençons par ces quelques mots que vous venez d'entendre dans la bouche de l'un des acteurs les plus connus au monde. Ils ont été prononcés il y a quelques années. Tom Cruise venait d'être récompensé. Récompensé? Mais pourquoi? Nous sommes le 30 octobre 2004, dans le sud de l'Angleterre. Dans ce manoir appartenant à l'église de Scientologie, se tient aujourd'hui l'un des plus grands rassemblements annuels de la secte. Cette année-là, Mark Hedley participe à l'organisation de l'événement. Chaque année, la Scientologie organise plusieurs conventions. Et celle-ci, c'est la seule où tous les adeptes européens sont réunis. Sur l'estrade, pour animer la soirée, le grand maître de la Scientologie, David Miscavige, leader incontesté du mouvement depuis maintenant plus de 20 ans. Et chaque année, lors de cette convention, on récompense 1 ou 2 scientologues par une médaille. Et il faut être un scientologue extrêmement dévoué pour obtenir cette médaille. We now come to the final award for this evening. It is my honor to present our first Freedom Medal of Valor to the most dedicated Scientologist I know. Dès lors, apparaît sur l'écran géant un clip monté sur la musique de Mission Impossible. Le grand vainqueur cette année s'appelle Tom Cruise. Tom Cruise has introduced LRH technology to over 1 billion people of Earth. David Miscavige a passé 2 semaines dans une salle de montage pour préparer ce film. Chaque détail de cette vidéo a été supervisé par David Miscavige. Moi, je préparais des graphiques pour ces événements. On avait plein de courbes statistiques. Over every minute of every hour, someone reaches for LRH technology, simply because they know Tom Cruise is a Scientologist. Un message de propagande reposant sur des statistiques impressionnantes, mais qui ne correspondent à aucune réalité. Quand les vrais chiffres chutaient, on me donnait l'ordre de les faire remonter. Il fallait que tout le monde soit convaincu et que ça impressionne à l'écran. Alors je l'ai fait. David Miscavige a eu une idée. Il voulait entendre Tom Cruise parler de Tom Cruise. I'm a Scientologist. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. Effectively change people's lives. They said, "So, like, have you met an SP?" Pour les scientologues, c'était la meilleure vidéo jamais réalisée. Parce que Tom Cruise, c'est de loin le plus célèbre, le plus grand, le meilleur, le plus incroyable des scientologues. A Scientologist is someone who can look at the world and really see what it is. Not only look at it and see it, but be able to go and be effective and do something about it. And someone who's not asking permission to do that. Ils se croient plus futés, plus intelligents. Ils se prennent pour les êtres supérieurs de la planète. Why ask permission? We are the authorities.
Miscavige a ordonné à tous les adeptes de regarder encore et encore cette vidéo de Tom Cruise, parce qu'il voulait que tout le monde prenne exemple sur Tom Cruise. Et pour clore cette étrange soirée, David Miscavige a réservé une jolie surprise à ses fidèles. Celui qui vient de s'adresser à eux sur l'écran est finalement là. Tom Cruise, le meilleur d'entre eux, est accompagné de sa mère et de sa sœur aînée. Ses sœurs sont scientologues. Il les a toutes fait rentrer dans le mouvement. Sa mère aussi est une scientologue assidue. Quand on a vu que Tom Cruise avait fait le déplacement, c'était incroyable pour les scientologues. Il était venu jusqu'ici, en Europe, pour recevoir sa médaille. C'était le meilleur gala de tous les temps. Ils ont fait le salut militaire, c'est vraiment propre à la direction de la scientologie. C'est le geste le plus respectueux que Tom Cruise pouvait faire à David Miscavige. David Miscavige et Tom Cruise sont unis comme les doigts de la main. Ils sont identiques, ce sont les mêmes. Compétitifs, agressifs, perfectionnistes, ils veulent tout contrôler. Tom Cruise n'a jamais été récompensé comme comédien. Alors, lorsqu'il reçoit une médaille spécialement créée pour lui, il semble particulièrement ému. Ça devait être la plus grosse médaille, la meilleure, la plus belle, la plus chère. Ça nous a pris 2 semaines pour la concevoir et la dessiner. On y a incrusté les plus belles pierres précieuses. I think you know that I am there for you. And I do care so very, very, very much. So what do you say? We need to clean this place up? Huh? Êtes-vous prêt à nettoyer le monde? Voilà ce que Tom Cruise proposait il y a seulement 5 ans aux adeptes de la scientologie. Discours et images troublantes, la réalité semble ici dépasser la fiction. Alors comment Tom Cruise en est arrivé là? Au départ de tout, il y a toujours dans ce type d'engagement des blessures, des failles. Et pour découvrir celle de Tom Cruise, il faut dans un premier temps revenir quelques années en arrière. Nous sommes en 1983. Tom Cruise a 21 ans et il vient de décrocher son premier grand rôle au cinéma. Risky Business est vraiment le film qui l'a lancé sur la route de la célébrité. Tom Cruise est devenu une véritable star partout dans le pays. Son rôle? Un jeune homme ambitieux et sûr de lui. Il devient immédiatement l'idole de toute une génération. Vous savez, les gens rentraient dans une pièce et commençaient à danser comme dans Risky Business. En fait, ils étaient en train d'imiter Tom Cruise. Il était frais, il était naturel, il était vrai. Il est l'image du petit jeune sorti de rien et qui est une star, et ça, les Américains, ils adorent. Et je pense que Tom Cruise, il incarne le rêve américain. Dès lors, toutes les télévisions rêvent d'obtenir sa première interview. Et le 7 janvier 1984, c'est la journaliste Rona Barrett qui va la décrocher. Il y avait déjà énormément de demandes pour l'avoir sur tel ou tel plateau. Et pour le convaincre, j'ai dû user de toutes mes relations qui étaient dans son entourage. The 2 movies that you've just done have catapulted you a certain kind of success. Do you think that something like that could happen to you? Sure, I think it's in anyone. I mean, interested in my personal growth, what's going to make me happy. Tout de suite, j'ai pensé qu'il avait ce qu'on appelle du charisme, la façon avec laquelle il bougeait, il parlait. Mais derrière cette assurance naturelle,
se cache en fait une grande fragilité. Et dès cette première interview, Tom Cruise va révéler ses failles. What motivates you to make the right move? I guess it goes back to family. My parents got divorced, and I was like 12 years old. I was living in Louisville, Kentucky, and we didn't have any money. And I have 3 sisters and my mother at that point, and it was just us 5. Et jusqu'à ce divorce, la vie de Tom Cruise sera douloureuse. Il est le seul garçon d'une famille de 4 enfants. Son père est électricien itinérant, ce qui le pousse à déménager constamment. Un père autoritaire et alcoolique, dont Tom deviendra le souffre-douleur. Tom Cruise a eu une enfance difficile. Sa mère a quitté son père, celui-ci buvait et frappait Tom. Il a eu des relations très conflictuelles avec son père. Il y a eu des cas où son père était extrêmement rigide. Il l'a battu, mais enfin c'était plutôt une éducation extrêmement stricte. La dernière fois qu'il l'a vu, il devait avoir 12 ans. Finalement, ses parents ont divorcé et lui est parti vivre dans le New Jersey. Mary Lee, la mère de Tom, emmène alors les enfants loin de ce père tyrannique, mais elle manque de ressources pour les faire vivre correctement. Tom Cruise lui-même, à côté de l'école, va être livreur de journaux, il va faire de la plonge. Il va se retrouver à l'âge où, généralement, on pense qu'à s'amuser, à devoir subvenir aux besoins de la famille. Donc c'est une enfance qui est assez brisée. As a child, I guess I'm still kind of going through that stuff, feeling guilt about divorce, you know, and for years I ignored it. You know, I kind of shut that off from my life. J'ai ressenti que c'était un véritable traumatisme pour lui. Je pense qu'il a eu une enfance tiraillée. Sa mère et ses sœurs l'adoraient, mais il avait une relation très dure avec son père. Il y a une véritable opposition dans son éducation. Face à ce manque de stabilité familiale, Tom Cruise va alors chercher de nouveaux repères. Et c'est vers la religion que l'adolescent va se tourner. Il a alors 14 ans. There was a point in your life when you almost entered the priesthood. Wow, you did your homework. J'avais discuté avec quelqu'un qui connaissait très bien Tom et il m'avait dit « Saviez-vous qu'il voulait devenir prêtre ?» Personne n'avait jamais été aussi loin dans sa vie privée, donc je pensais bien obtenir une réaction. Et j'ai eu l'impression de le toucher sur quelque chose qu'il avait sérieusement envisagé. I really never entered. Yes, I went to St. Francis Seminary when I was a freshman in high school. And at that point in my life, it was 2 years after the divorce. When I went there, it was like a very secure environment, you know, with boarding school. And I guess I think I just needed that. Tom passe alors 1 an ici, dans ce séminaire de la banlieue de Cincinnati, loin de sa famille et de ses problèmes. Il apprend la discipline et devient très croyant. C'est un enfant assez torturé. Il se pose plein de questions, il cherche énormément de réponses et ces réponses, il espère les trouver à travers la religion, la spiritualité. Did you feel at peace with God? Did I feel at peace with God? Yes, I did. When I feel good with myself, I feel at peace with God. Do you privately pray? Do I privately pray? Il voulait dire quelque chose, mais il ne savait pas jusqu'où il pouvait aller et ce qu'il devait faire. Yes, I do, as a matter of fact. À ce moment-là, j'ai compris que Tom Cruise était un jeune homme très religieux. Mais le jeune acteur va très vite se rendre compte qu'il est allé trop loin dans cette interview et il va le faire savoir. Après, quand l'interview était terminée, il m'a dit « Mon Dieu, j'ai eu l'impression d'être face à un psy. »
Et quelques jours plus tard, son agent Pat Kingsley m'a appelé et m'a dit « Oh mon Dieu, Rona, il m'a dit que c'était une interview désastreuse et désormais, il ne veut plus que tu l'interviewes. » Trop jeune, trop naïf, Tom Cruise regrette donc très vite ses confidences. Un manque de stabilité familiale, une attirance pour la religion. Voilà une fragilité et des failles qui vont éveiller non pas l'intérêt des producteurs, mais celui d'une secte. Et c'est une femme qui va jouer les intermédiaires. Nous sommes le 16 octobre 1986 à Los Angeles. Tom Cruise poursuit son ascension. Et ce jour-là, à seulement 23 ans, il devient l'un des plus jeunes acteurs à accrocher son étoile sur Hollywood Boulevard. Il pensait qu'il aurait ça éventuellement un jour, il en avait rêvé, mais de l'avoir aussi jeune, ça l'a beaucoup surpris, il a été extrêmement touché. C'est le film Top Gun qui lui a permis d'obtenir cette étoile. Une histoire de pilote de chasse au succès planétaire. Il était au top. C'est le film qui a fait le plus grand nombre d'entrées cette année-là. Et quand vous vous imposez au box-office de cette manière, forcément, ça suscite beaucoup de convoitises, beaucoup d'intérêt et beaucoup de propositions. Tom Cruise est donc maintenant un acteur qui compte à Hollywood. Et c'est à cette époque qu'il fait une rencontre déterminante. Elle est actrice comme lui et elle s'appelle Mimi Rogers. Mimi Rogers et Tom Cruise se sont rencontrés lors d'un dîner chez des amis. Et ils ont commencé à se voir entre les tournages. Mimi Rogers était une actrice très connue. Elle était plus âgée que lui. C'était une très belle femme, très talentueuse et surtout très déterminée. Et Tom Cruise tombe sous le charme de cette actrice à la fois maternelle et ambitieuse. Il l'épouse au bout de quelques mois. Tom Cruise le dit lui-même, il préfère sortir avec des actrices parce qu'elles comprennent l'intensité, la concentration et la dévotion qu'implique le métier d'acteur. Pour l'acteur, c'est un vrai coup de foudre. Mais pour sa nouvelle femme, ce mariage a apparemment un tout autre intérêt. Et si Mimi Rogers n'avait pas séduit Tom Cruise innocemment? Car en plus d'être comédienne, elle appartient à un mouvement sectaire très en vogue à Hollywood. L'Église de Scientologie. Mimi Rogers faisait du recrutement. Elle occupait un poste assez élevé dans la secte. Elle a toujours vécu dans la Scientologie. Son père est même l'un des fondateurs de la secte avec Ron Hubbard. Le père de Mimi Rogers et puis son ami, Ron Hubbard. Cet ancien écrivain de science-fiction va créer dans les années 50 un mouvement qu'il appelle l'Église de Scientologie. Son principe, proposer à ses membres d'améliorer leur capacité mentale par un savant mélange de science et de religion. Il essaie de fonder une nouvelle forme de psychanalyse pour proposer aux gens qui sont en malaise dans la société des solutions pour trouver un bien-être. Le génie de Ron Hubbard, c'est d'avoir été le premier à vendre ce type de méthode personnelle pour améliorer sa santé mentale. Et rapidement, l'écrivain va devenir gourou. Des centres apparaissent un peu partout dans le monde et ces théories y sont enseignées. Ils promettent de vous aider à vous améliorer. Et voici l'un de ces centres situés à Hollywood. La jeune femme qui le dirige à l'époque n'est autre que Mimi Rogers. Très vite, elle y emmène son jeune mari. Elle avait monté sa propre agence à Hollywood, spécialement pour attirer des célébrités dans la scientologie. La stratégie était de faire entrer des célébrités dans la secte pour qu'elles deviennent des porte-paroles et des représentants de la scientologie. Et cette stratégie a un nom, c'est le projet Célébrité mis en place par Ron Hubbard dans les années 50. Les cibles sont les plus grandes stars de l'époque. On y retrouve Orson Welles, Walt Disney, ou encore Greta Garbo. C'est une stratégie globale en direction du cinéma américain, parce qu'on se dit, à travers les acteurs, on va finalement capter tout un large public, et puis on va recruter des adeptes. Ils voulaient prendre le contrôle total d'Hollywood. Et 30 ans plus tard, Tom Cruise apparaît comme la cible parfaite. Il était beau, jeune, en pleine ascension, la cible parfaite pour la scientologie.
Ça s'est fait de façon très discrète. Il est venu suivre ses premiers cours dans sa petite agence. Tom Cruise commence donc à découvrir en secret les enseignements de Ron Hubbard. Mais surtout, comme le veut la pratique scientologue, il doit parler à ses professeurs de ses angoisses, de ses peurs. Ils vont chercher l'élément dans sa vie qui le rend le plus malheureux. My parents got divorced and I was like 12 years old. And a child, I guess I'm still kind of going through that stuff. Do I privately pray? Yes, I do, as a matter of fact. Il va livrer tous les leviers, tous les ressorts de sa psychologie, tout ce qui va permettre à la secte d'avoir prise sur lui. Et bien évidemment, les scientologues vont trouver des réponses à tous les problèmes de Tom Cruise. Dans la petite agence de Mimi Rogers, le jeune comédien vient de se trouver une nouvelle famille. Ces gens ont fini par devenir ses meilleurs amis. Il avait toujours 8 personnes autour de lui, prêtes à faire n'importe quoi et lui rendre la vie plus facile. C'est quelqu'un qui déteste être tout seul et qui veut être toujours entouré. Et soudain, il trouve plein de gens souriants qui l'ont couvert d'amour pour qu'il se sente mieux. Et alors que Tom Cruise poursuit sa formation, la secte est en pleine restructuration. Son gourou historique, Ron Hubbard, vient de mourir dans un accident. Et c'est un jeune adepte, ambitieux, qui prend le pouvoir. Il s'appelle David Miscavige. Il a été recruté par l'organisation à l'âge de 13 ans. Il est rapidement monté dans la hiérarchie et est devenu l'un des porte-parole de Ron Hubbard. Il a pris le pouvoir par un véritable putsch, en éliminant ceux que Ron Hubbard avait lui-même désignés pour lui succéder. Miscavige a su manœuvrer pour avoir de plus en plus de pouvoir. C'est la première fois qu'une secte survit à la mort de son fondateur et se retrouve emmenée par quelqu'un qui a été formé, je dirais presque fabriqué par la secte. Et ce nouveau leader a de l'ambition. Il veut relancer l'activité de la secte en perte de vitesse depuis plusieurs années. Suivant alors à la lettre les préceptes de son père spirituel, il ordonne la rénovation d'un manoir, ici, en plein cœur d'Hollywood, le Celebrity Center, la plus prestigieuse agence de scientologie pour les stars. À l'époque, Karen Pressley en est la directrice. On a remis en état tout le Celebrity Center pour le rendre plus luxueux, plus beau. On a créé de nouvelles entrées privées et secrètes pour que les célébrités puissent venir en toute discrétion, sans être vues du public. Le bureau de David Miscavige nous appelait constamment pour savoir quelle était la nouvelle star recrutée en scientologie. Et c'est alors qu'il apprend que Tom Cruise suit régulièrement des cours dans la petite agence de son épouse, Mimi Rogers. Ça a été une nouvelle de premier ordre, énorme. Au Celebrity Center, on a tous été mobilisés et David Miscavige a pris les choses en main. Ils étaient sur le point de ferrer la célébrité la plus importante de l'histoire de la scientologie. Mais il y a un problème. Mimi Rogers est trop liée à l'ancienne direction de la secte et Miscavige ne lui fait pas confiance. Le père de Mimi Rogers avait quitté la scientologie. Il y avait eu un différend religieux et philosophique entre sa famille et la nouvelle direction. Mimi était considérée comme une ennemie potentielle. Miscavige ne voulait absolument pas que Mimi Rogers s'occupe de Tom Cruise seule dans son agence. Il voulait qu'elle l'amène au Celebrity Center pour que l'on puisse le surveiller. Et Mimi Rogers va être alors progressivement écartée. Tom Cruise accepte de poursuivre sa formation ici, au Celebrity Center, un lieu plus adapté à son statut de star. De façon très minutieuse, très discrète, ils ont travaillé des jours et des jours pour mettre en place une stratégie permettant d'impliquer davantage Tom Cruise. Durant 3 ans, Tom Cruise va poursuivre son initiation au Celebrity Center. Le temps pour la direction de la secte de l'observer, de le façonner et finalement d'être convaincu de son engagement. Et cela jusqu'au jour où David Miscavige va vouloir franchir une nouvelle étape. Il veut alors s'entretenir personnellement avec lui. À l'été 89, le leader de la scientologie envoie une invitation à Tom Cruise.
il souhaiterait lui faire visiter le quartier général de l'organisation, un privilège auquel aucun autre adepte de son rang n'a jamais eu droit. Il lui a dit qu'en tant que célébrité, il devrait venir visiter le quartier général, car c'est là que sont donnés les cours avec les meilleurs enseignants, les meilleurs services et les meilleures installations. C'est un endroit très secret. Donc le fait que David Miscavige invite Tom Cruise, c'était quelque chose de très inhabituel, une sorte de traitement de faveur. Et quelques semaines plus tard, l'acteur est emmené en hélicoptère à Emmett, une petite ville située à une centaine de kilomètres au sud de Los Angeles. Il va alors découvrir une base secrète en plein désert. Il y a une cinquantaine de bâtiments sur la propriété. Il y a une route qui traverse et les bureaux de la direction sont au nord de cette route. De l'autre côté, on trouve les studios de production. C'est là qu'ils fabriquent les films destinés aux enseignements et à la propagande. Tom Cruise a devant les yeux plusieurs dizaines d'hectares de terrain, entourés de barbelés et de caméras de surveillance, au milieu desquels travaillent plus d'1 millier d'adeptes, entièrement dévoués à la secte. Ces personnes ont accepté de signer un contrat qui les engage avec la secte pour 1 milliard d'années. Ils n'ont pas de vie en dehors de la scientologie. Tout ce qu'ils font, c'est apprendre la scientologie. Dès son arrivée, Tom Cruise est accueilli par David Miscavige en personne. Le leader est entouré d'hommes et de femmes en uniforme. Ce sont les membres de l'organisation maritime, les cadres de la scientologie. C'est là où je travaillais, l'organisation maritime. C'est une organisation paramilitaire. La discipline était telle qu'on devait tous porter des uniformes. L'ensemble de la scientologie est dirigé par cette organisation. Tom Cruise commence alors la visite de la base d'Emmett. C'était comme une visite royale. Ils avaient déroulé le tapis rouge pour une personnalité très importante. On avait tout préparé. Des gens avaient inspecté l'ensemble du domaine pour être certains que tout était propre, que la pelouse était tondue, que les buissons étaient taillés. La veille, on s'était entraîné. Il y avait quelqu'un qui passait et qui faisait semblant d'être Tom Cruise et on faisait notre petite démonstration. On était prêt à lui en mettre plein la vue. Et l'acteur va découvrir également dans cet immense château que la base dispose de studios de production vidéo. Il va alors s'attarder et poser quelques questions à cette jeune femme, Maureen Smith. Il est venu me voir à mon poste de travail, je lui ai raconté ce que je faisais. J'étais ingénieur vidéo pour le studio. Après, il est allé visiter le lieu où on réalisait les effets spéciaux. Le but était de montrer à Tom Cruise que la scientologie possédait ce qu'il y avait de mieux. Et ils ont réussi. À la fin, on nous a dit qu'il avait été très impressionné par cette visite de la base. Impressionné et convaincu que c'est ici qu'il entend poursuivre sa formation. Désormais, dès qu'il le pourra, la star quittera Los Angeles pour rejoindre David Miscavige et la base d'Emmett. À chaque fois, il arrive en hélicoptère. D'ailleurs, c'est le seul hélicoptère qui est autorisé à se poser sur la base. Il faisait de la moto avec Tom Cruise. Ils ont fait du parachutisme. Ils sont devenus de très bons amis. Miscavige voulait être sûr de garder le contrôle sur la plus grande célébrité de la planète. Il voulait l'avoir tout le temps à ses côtés. Parfois, il venait et restait dormir ici plusieurs semaines. Puis il repartait à Los Angeles. Il faisait beaucoup d'allers-retours. Car pendant ce temps, Tom Cruise doit poursuivre sa carrière. En revanche, pas question ici d'évoquer la scientologie. Son agent, Pat Kinsley, celle qui ne le quitte jamais lors de ses sorties publiques, lui interdit clairement d'en parler. Son agent a très bien géré les propos de Tom sur la scientologie pendant des années. Pat Kinsley était vraiment son pare-feu. Elle minimisait son implication en permanence. Tom Cruise a alors deux vies. L'une publique, celle d'acteur star d'Hollywood au discours formaté, et puis une autre, beaucoup plus privée, celle d'un adepte de la scientologie qui va poursuivre sa formation au secret.
Ils ont préparé un endroit spécial pour que Tom Cruise étudie. C'était dans une pièce très très belle, tout juste rénovée. Il y avait de l'acajou et du chêne partout, avec un grand bureau et un beau tapis. Et il a eu droit à des cours particuliers avec les meilleurs professeurs. Pour monter en grade, chaque adepte doit passer des évaluations. Mais là, face à Tom Cruise, la consigne est claire. Les examinateurs doivent faire preuve de beaucoup d'indulgence. Quand vous faites passer un examen en scientologie, c'est un crime de falsifier les résultats. Pour passer une audition, il faut prendre ces deux boîtes dans les mains pour se raccorder à un électromètre. L'électromètre, inventé par Ron Hubbard, est une sorte de détecteur de mensonges. L'élève répond à une série de questions et les mouvements de l'aiguille déterminent le résultat de son évaluation. Ce jour-là, c'est Bruce Hines qui se retrouve face à Tom Cruise. Je me suis assis en face de Tom Cruise, il a pris les boîtes, mais l'aiguille ne s'est pas mise à bouger comme elle aurait dû. Et là, j'ai hésité. Là, j'avais un problème parce que c'était Tom Cruise. Je ne pouvais pas dire à Tom Cruise que son aiguille ne bougeait pas comme il fallait. Tom Cruise était assis et il me regardait. Je savais qu'il avait échoué, mais je lui ai quand même dit que tout allait bien. Des cours particuliers, des professeurs complaisants, Miscavige ne veut rien laisser au hasard. La moindre de ces questions, de ces interrogations ou de ces contrariétés était immédiatement gérée par les personnes les plus haut placées de la scientologie. On ne pouvait plus rien lui dire. On pouvait à peine le saluer et dire « Bonjour monsieur » ou « Bonjour monsieur Cruise », mais on n'avait pas le droit de dire autre chose. Au final, Tom est devenu de plus en plus proche du cœur de la scientologie. Tom Cruise a-t-il enfin trouvé une famille? Avec la scientologie, à Emmett, il s'est construit son univers en se coupant progressivement du monde extérieur. Et David Miscavige ne peut que se réjouir de tout cela. Mais une rencontre va venir perturber cette progression, entre guillemets, au sein de la secte. Nous sommes en 1989 et Tom Cruise va partir sur le tournage du film Jour de tonnerre. Il y incarne un pilote automobile. À ses côtés, une jeune actrice australienne. Elle s'appelle Nicole Kidman. C'est une actrice australienne, pas très connue à Hollywood, qui a débarqué de son Australie natale avec l'idée de poursuivre une carrière à Hollywood. Pendant le tournage, comme ça arrive très souvent sur les plateaux de cinéma, c'est le coup de foudre. Un coup de foudre qu'il va falloir garder secret, car à l'époque, Tom Cruise est toujours marié à Mimi Rogers. L'acteur choisit donc de vivre cette histoire à l'abri des regards, et il a un endroit qui se prête totalement à cela. Tom Cruise et sa nouvelle compagne Nicole Kidman ont vécu tout le début de leur liaison sur la base secrète de la scientologie. On a tous été mobilisés sur la base pour aménager un endroit pour Nicole et Tom. On leur a construit une maison, rien que pour eux. On l'appelait la villa. Il y avait tout un personnel à leur service pour faire la lessive, ranger la maison. On avait réquisitionné les meilleurs cuisiniers pour préparer leurs repas. On leur a bâti un terrain de tennis et un petit jardin avec des massifs de roses. On leur a construit une piscine. Tout était fait pour que ça ressemble à un club de vacances. Et le personnel de la base va devoir assouvir les moindres désirs du couple star. Et cela, de jour comme de nuit. Maureen Smith se souvient d'une soirée particulière. Un soir, après 23 heures, on nous a donné un projet important à exécuter. On nous a demandé de retirer toute la pelouse d'un terrain. On devait y passer toute la nuit. C'était pour que l'on puisse planter un champ de fleurs sauvages. Tout ça parce que Tom avait comme fantasme de courir au milieu des fleurs avec Nicole.
Nicole Kidman apprécie cette nouvelle vie et ses escapades à Emmett. Et elle finit même par accepter de s'initier à la scientologie. Elle est catholique, mais comme elle est avec Tom et qu'elle est amoureuse, elle a envie que leur histoire marche, donc elle se convertit elle aussi. Je l'ai auditionnée, elle avait l'air d'aimer ça. Elle a passé le niveau 1, puis le niveau 2. Tom Cruise est alors un homme comblé. Après une année de liaison secrète sur la base, il se sépare de Mimi Rogers et décide d'épouser Nicole Kidman. Quelque temps plus tard, le couple fait ses premières apparitions officielles. Un couple qui va très vite conquérir le public, mais aussi la presse, et la presse people en particulier. C'était le couple glamour à Hollywood. Il a fait rêver des milliers et des milliers de gens, ce couple. Lui était au sommet de sa célébrité, elle était toute nouvelle, elle était magnifique, elle portait des vêtements de haute couture, on ne voyait que sur le tapis rouge. Ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils avaient du succès, ils faisaient des beaux films, ils tournaient ensemble. 10 fois par jour, le refrain de Cruise, c'était de dire « Where is Nick ?» Où est Nicole Kidman? Elle est où? Tout le temps. Il avait tout le temps besoin d'être en contact avec elle. Tom et Nicole voulaient très tôt des enfants. Les médecins leur ont dit que ce serait très difficile pour elles d'en avoir. Donc ils ont décidé d'en adopter. Tom Cruise et Nicole Kidman adoptent donc 2 enfants. Désormais, ils forment une famille unie, celle dont Tom Cruise a toujours rêvé. Et tout cela va durer près de 10 ans. 10 ans durant lesquels ce bonheur va être surveillé de près. Le couple l'ignore, mais chacun de leurs faits et gestes est épié. Tom Cruise ne doit pas s'éloigner de la scientologie. Voilà le message de David Miscavige. Alors, afin d'être toujours informé de tout, le couple est immédiatement placé sous surveillance, 24 heures sur 24, y compris dans l'intimité de leur résidence, à Los Angeles. Quand ils embauchaient un nouvel employé de maison, David Miscavige et sa femme Shelley faisaient passer eux-mêmes un entretien aux candidats pour vérifier s'ils étaient de bons scientologues et s'ils convenaient pour le poste. Son assistant personnel travaillait avec Tom et Nicole. Il faisait chaque jour un rapport à la direction de la scientologie. Il était les yeux et les oreilles de David Miscavige. En permanence, Tom et Nicole étaient entourés de scientologues. Les cours, les principes de la secte, cette surveillance, progressivement, Nicole Kidman va montrer les premiers signes de rébellion. Elle commence à ne plus supporter l'emprise de la scientologie sur sa famille. Au bout d'un moment, lorsqu'elle le voit partir, s'engager de plus en plus, c'est vrai qu'elle refuse de le suivre. Elle ne supporte plus vraiment le fait que la scientologie contrôle son couple et contrôle un peu tout dans sa vie. Elle n'avait pas forcément envie que les 2 enfants adoptés soient pris dans ce système-là. Tom voulait absolument élever ses enfants selon les méthodes scientologues, alors qu'elle voulait qu'ils soient élevés dans la foi catholique. Quand elle s'est sentie assez forte, elle a commencé à prendre des distances. Ça a été le signal d'alarme pour la scientologie, parce qu'à partir de ce moment, ils pouvaient la voir comme une personne suppressive. Elle avait interrompu sa formation pour tourner un film. Et on avait peur qu'elle ne revienne pas suivre ses cours de scientologie. Pour eux, c'était une personne qui pouvait avoir une mauvaise influence sur leur futur ambassadeur, Tom Cruise. Et c'est donc dans ce contexte de tension que le couple va tourner le film le plus éprouvant de sa carrière. Nous sommes le 1er septembre 1999 à la Mostra de Venise.
Tom et Nicole viennent présenter Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, dont ils partagent l'affiche. Quand le couple Kidman et Cruise arrive à Venise, il y a forcément une énorme excitation, étant donné que c'était le dernier film de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick achève le montage de son film en mars 1999, il meurt une semaine après. Ce tournage exceptionnel avec Kubrick a duré près de 2 ans. Le couple a accepté de s'installer à Londres pendant toute cette période. Ça veut dire en même temps trouver une école pour les enfants, la maison, enfin toute une organisation. C'est pas rien de partir comme ça de chez soi pendant plus de 2 ans. Le tournage est compliqué, Kubrick est vieillissant. Stanley Kubrick travaillait environ 16 heures par jour. Tom Cruise a fait un ulcère à un moment donné. Il a piqué une crise de nerfs, il a failli quitter le plateau. Et surtout, le réalisateur joue avec leur situation de couple. Il la met en scène. Certaines scènes ont pu avoir des conséquences sur la vie personnelle. Des scènes très chaudes, très sexuelles, des scènes d'amour un peu compliquées. Nicole Kidman disait qu'elle avait du mal à quitter vraiment son personnage, alors que lui, Tom Cruise, faisait tout pour redevenir Tom Cruise une fois qu'il était rentré à la maison. Et je pense que forcément, ça a joué sur la vie du couple. Le film a été sans doute le révélateur des dissensions qui se produisaient au bout d'une dizaine d'années de vie commune. Un tournage difficile, des tensions et surtout un désaccord profond sur la scientologie. Une information que les relais de la secte font très vite remonter au sommet de l'organisation. David Miscavige sait dès lors qu'il doit intervenir et il décide de convoquer Tom Cruise au siège de la secte. David Miscavige voulait reprendre en main Tom Cruise. Il lui a fait suivre un cours très particulier. Cet enseignement est sans doute l'outil le plus puissant dont dispose la scientologie pour faire du lavage de cerveau. Tom Cruise se retrouve alors une nouvelle fois en tête-à-tête avec un auditeur. Celui-ci lui explique pendant des heures que son évolution en scientologie est perturbée par une personne de son entourage, et cette personne, ce serait sa femme. Si Tom Cruise ne parvient pas à la convaincre de croire en la scientologie, alors il doit la quitter. L'objectif de ce cours, c'était clairement de le pousser à divorcer. Et cette fois, Tom Cruise doit choisir entre sa femme et la scientologie, et il finit par céder. En octobre 2001, il quitte Nicole Kidman, du jour au lendemain, sans explication. Nicole Kidman vient de faire une fausse couche. Elle a à peine le temps de se remettre de cet événement traumatique que Tom Cruise lui soumet le divorce, lui impose le divorce. Pour lui, il a été plus important de continuer dans la scientologie et de poursuivre son enseignement que de rester marié à Nicole. Il l'a quittée et elle a appris que son mariage était terminé par ses avocats. Elle était désespérée. C'est lui qui la repousse et qu'elle comprend pas du tout, quoi. Divorce is just awful for anybody to go through, so it's been a really, the toughest time of my life has been the last sort of 4 months. Peu de temps après cette séparation, Nicole Kidman retourne vivre en Australie. Une bataille juridique s'engage alors pour la garde des enfants. Une garde qui sera partagée, mais comme Nicole Kidman le craignait, quand ils sont avec leur père, leur éducation est confiée à la scientologie. Isabella Jane et Connor sont éduqués au domicile de Tom Cruise par l'une de ses sœurs, Cass, qui vit avec Tom Cruise et qui se trouvait également être scientologue. Tom Cruise les contrôle totalement. Ils suivent une formation de scientologie et ne sont jamais allés dans une école publique. Voilà donc un homme qui quitte l'amour de sa vie et qui confie l'éducation de ses enfants. Plus besoin de preuves supplémentaires de son engagement envers la scientologie. Et tout cela mérite bien la plus belle des récompenses. Comme une dernière étape du plan Miscavige, Tom Cruise va se voir ouvrir la porte des secrets du mouvement. En 2003, Tom Cruise va franchir une nouvelle étape. Il va obtenir l'accès à un mystérieux document laissé par le gourou historique de l'église de Scientologie, Ron Hubbard.
un texte autour duquel reposent tous les fondements de l'organisation. Ces informations sont gardées totalement secrètes. Ils doivent vous faire entièrement confiance avant de vous laisser lire ce document. Ça se passe dans une salle de cours. On vous tend un petit classeur avec plein de choses à lire. Ce classeur est fixé au mur par un câble électronique. Et si on essaye de l'enlever, cela déclenche une alarme. C'est vraiment entouré de beaucoup de sécurité. En tournant les pages, Tom Cruise découvre toute la théorie de Ron Hubbard. Tout aurait commencé il y a 75 millions d'années, sur une lointaine planète, quand un empereur extraterrestre aurait décidé de décimer tout son peuple. Il a réuni tous les habitants de sa planète et il les a tués. Il a ensuite récupéré les esprits de tous ces gens. Il les a placés dans des vaisseaux spatiaux et a envoyé ces vaisseaux sur Terre. Et arrivés sur Terre, les esprits extraterrestres auraient alors envahi les corps humains, les empêchant de fonctionner normalement. Cela explique pourquoi le monde est fou, parce que tous les gens sont infectés. Quand vous atteignez le 3e niveau, et c'est là qu'en est Tom Cruise, si vous voulez aller jusqu'au niveau 7, vous devez utiliser l'électromètre pour détecter ces esprits dans votre corps et apprendre à les chasser. Ensuite, on vous promet que vous allez avoir des pouvoirs surhumains. Vous allez devenir un être supérieur. Et surtout, il ne faut pas s'inquiéter de la mort parce que vous allez vous réincarner. Après 16 années de formation, de cours, Tom Cruise n'émet aucun doute. Il va croire en ce scénario de science-fiction. Pire, l'acteur va alors se sentir investi d'une mission, celle que la secte attend de lui depuis le début, devenir l'ambassadeur mondial de la scientologie. Nous sommes le 1er décembre 2003 à Hollywood pour la première du film Le Dernier Samouraï. Tom Cruise apparaît au bras de sa nouvelle compagne, l'actrice espagnole Penélope Cruz. À ses côtés, on retrouve également Pat Kinsley, son agent. C'est elle qui a toujours réussi à empêcher l'acteur d'évoquer le mot scientologie dans ses interviews. Seulement, ce pacte va dans quelques instants être rompu. Il y a deux trajectoires, d'un côté la carrière professionnelle, de l'autre l'engagement scientologue. Il y a un moment où il va décider de les réunir. Il décide de mettre sa popularité au service de la secte. Au premier rang, ici, le journaliste Didier Alouche. Il s'apprête à poser une question sur le film, mais la réponse de Tom Cruise va le surprendre. Je pose une question extrêmement innocente. Est-ce qu'on peut vivre, je crois que la question c'est qu'est-ce qu'on peut vivre selon le code du samouraï à Hollywood. Il me regarde franchement et il me dit mais oui, moi je vis selon ce code-là puisque je suis scientologue et que ça me permet de blablabla, blablabla, blablabla. I'm a Scientologist. These are things that when I read the Code of Samurai, that there's a philosophical alliance. You know, there's points that I care. That's why I want to make the film because there's things that I care about as a man. Toutes les questions sur le film, il les retournait de façon à parler de scientologie. C'était que ça. And Scientology is an applied religious philosophy, and you know, we look at things that we have, tools that we have. You know, if you're illiterate, we can teach you quickly how to read and learn the rest of your life. You know, there's things in terms of that society's ills that we help out in every day. Pat Kinsley est stupéfaite. Elle finit par interrompre l'interview et très vite, elle s'en explique avec lui. Elle lui dit qu'elle n'acceptera plus jamais ce type d'intervention. Mais Tom Cruise ne l'entend plus. Sa réponse, « Je suis libre de dire ce que je veux ». Après plus de 20 années de collaboration, il décide alors de rompre son contrat.
Il renvoie Pat Kinsley, qui est son attaché de presse de toujours, celle qui l'a sorti d'un tas d'impasses. Et le plus grand changement, c'est après avoir viré sa publiciste. Il s'est mis à faire tout ce qu'il voulait, il a ouvert la boîte de Pandore. Il est devenu encore plus virulent sur ses positions scientologues. On voit un vrai changement chez Tom. Il ne se cache plus. Il devient la nouvelle tête d'affiche de la scientologie. Car Tom Cruise ne va pas se contenter de répandre la bonne parole scientologue à Hollywood. Quelques semaines plus tard, il part à la conquête de l'Europe, là où de nombreux pays, comme la France, condamnent la scientologie. Nous sommes le 30 août 2004, à Paris. Tom Cruise est en promotion pour son film Collatéral. C'était une journée de promo hallucinante. Il y a eu des one-to-one, donc des interviews avec des gens. Et il est parti dans un centre commercial pour rencontrer aussi le public. Donc c'était une grosse journée. L'acteur enchaîne les bains de foule et les conférences de presse. Mais au beau milieu de la journée, il disparaît. Il sortait de la conférence de presse qui avait lieu à l'hôtel Ritz à Paris. Et là, quelqu'un me dit, vous voyez la voiture là, c'est la voiture du ministère de l'économie qui est venue chercher Tom Cruise. Il va voir Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas du tout d'annonce médiatique. Manifestement, les choses se font de manière très contrôlée. On a appelé le ministère pour savoir si on pouvait assister à cette rencontre. Il y avait un photographe qui avait été convié pour immortaliser la rencontre. Et puis donc, le caméraman de France 2 s'est retrouvé accepté. Aucun autre journaliste ne sera invité à Bercy ce jour-là. Une rencontre à caractère privé. Qu'est-ce que vous faites là-haut? La rencontre s'est organisée à l'initiative de Tom Cruise lui-même. C'est lui qui a sollicité directement le ministre. Et Nicolas Sarkozy semble ravi de cette visite de la star. Pour lui, c'est avant tout un bon coup de communication. Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, connaît une petite traversée du désert. Il était ministre de l'Intérieur, il a été très en pointe. Là, il est à Bercy, c'est un poste peut-être dans lequel il se plaît moins. Il voit tout l'intérêt qu'il peut avoir, lui, de rencontrer un people, une star internationale. Et finalement, Tom Cruise, c'est l'opportunité de se donner un côté sympa, populaire, branché. Mais pour Tom Cruise, cette rencontre a un intérêt beaucoup plus stratégique. À chaque fois qu'il rencontre un ministre, il est toujours là en tant que représentant de son Église. On lui a confié un programme précis de ce qu'il doit accomplir. La scientologie en France est mal vue, donc c'est une secte qui avait besoin d'être reconnue. Et Tom Cruise n'a pas sollicité Nicolas Sarkozy par hasard. L'ancien ministre de l'Intérieur a longtemps été chargé des cultes. Il est surtout l'un des futurs candidats à l'élection présidentielle. Les deux hommes vont ensuite s'entretenir à huis clos durant une vingtaine de minutes. Et une question intrigue, ont-ils parlé de scientologie ? L'entourage de Nicolas Sarkozy va diffuser auprès des médias que l'entretien n'a porté exclusivement sur les relations franco-américaines, la diplomatie, les arts et les lettres, le cinéma. On apprend également que Nicolas Sarkozy a été invité à venir aux États-Unis dans le ranch de Tom Cruise, mais on n'en saura pas plus. Mais du côté de Tom Cruise, il s'agit clairement d'une opération scientologue. Car l'acteur n'est pas venu seul. Voici Tommy Davis, l'actuel directeur du Celebrity Center de Los Angeles, l'un des porte-parole du mouvement. Les deux hommes, ce jour-là, sont en mission, et cela porte même un nom. Si Tom Cruise sympathise avec Sarkozy, il peut dire alors qu'il a réalisé en France ce que les scientologues appellent un point sécurisé. Et avec ce point sécurisé, on va pouvoir installer de nouvelles organisations scientologues. Pour Tom Cruise, il faut pouvoir dire « il m'a reçu en tant que scientologue ». C'est pour ça que la scientologie va communiquer autour de cet événement en disant, et Tom Cruise le premier, en disant « nous avons parlé scientologie ».
Mission accomplie pour Tom Cruise, car même si Nicolas Sarkozy n'ira avoir parlé de scientologie, l'image de leur rencontre suffira à alimenter le doute. Je suis assez convaincu qu'il a été piégé par Tom Cruise parce qu'il ne savait pas à quel point Tom Cruise avait des responsabilités aussi haut placées au sommet de la secte. Tom Cruise repart à bord d'une vedette sur la scène, apparemment ravi de ce coup médiatique pour la scientologie. On a toute une série de photos de Tom Cruise en train de faire le pitre dans la dite navette. Il fait des mouvements de gymnastique. Ce rendez-vous avec Nicolas Sarkozy en 2004 est l'une des meilleures prises de la scientologie en Europe. Et Tom Cruise va alors poursuivre sa tournée européenne. Il va aussi rencontrer des ambassadeurs en Allemagne et en Espagne. Il battait vraiment la campagne pour la scientologie. Et cette croisade politique de Tom Cruise va s'achever ici, en Espagne, de manière cette fois beaucoup plus spectaculaire. 15 jours plus tard, Tom Cruise est à Madrid, où il participe à l'inauguration en grande pompe du nouveau siège national de l'église de Scientologie. C'est un bâtiment moderne, à côté de la Puerta del Sol, qui est le centre névralgique et géographique d'Espagne. Pour la première fois ce jour-là, les plus hauts responsables de la scientologie s'affichent en plein cœur d'une capitale européenne. Et cela dans un pays où la secte vient tout juste d'être reconnue comme une religion. C'est vraiment quelque chose que David Miscavige avait préparé soigneusement avec Tom Cruise. Sa présence permettait que la scientologie soit mieux acceptée dans ces pays. Je pense que c'était la vitrine pour l'Europe. Alors, quand Tom Cruise monte sur scène, il n'a plus aucune retenue. Sur une place publique devant la foule, il clame pour la première fois la portée de son engagement. Tom Cruise, acteur engagé dans la scientologie à un haut niveau, participe à l'inauguration du nouveau siège de son mouvement. Hace 20 años, la desesperanza se fue. Fue el día que descubrí Scientology. Me ayudó a encontrar paz y felicidad. Tom Cruise n'est pas simplement un pion manipulé par Miscavige, il participe de bon cœur à cette opération. À la fin de son discours, Tom Cruise est rejoint par David Miscavige. Une première ici encore. Jamais les deux hommes ne s'étaient affichés publiquement. La star a rempli donc sa mission européenne avec brio, et l'église de Scientologie va le féliciter comme il se doit. La boucle est bouclée, souvenez-vous, nous nous retrouvons lors de ce gala en Angleterre de l'église de Scientologie. Ce jour-là, Tom Cruise, devant sa mère et sa sœur, va recevoir l'un des titres les plus honorifiques du mouvement. Une médaille qui récompense son prosélytisme, reçue des mains du numéro 1 de la Scientologie. Tom Cruise est bel et bien devenu le meilleur de ses ambassadeurs. Miscavige ne pouvait pas être plus heureux en voyant ce que Tom Cruise était devenu. Il n'est plus rien d'autre qu'un scientologue. Avant d'être un artiste, un acteur ou même un père, il est au plus profond de lui-même un scientologue. So what do you say? We need to clean this place up? Huh? Désormais, toute la vie de Tom Cruise est gérée par l'église de Scientologie. Et lorsqu'en 2005, l'acteur se plaint de n'avoir toujours pas trouvé la femme de sa vie, c'est la secte qui va la chercher pour lui. En mars 2005, Mark Hedley est contacté par David Miscavige pour une mission très spéciale. On m'a demandé d'auditionner des actrices scientologues. On devait leur dire qu'il y avait un projet avec Tom Cruise. Un studio de casting est installé ici, au Celebrity Center d'Hollywood. Une centaine de comédiennes scientologues y sont reçues.
On devait leur demander ce qu'elles pensaient de Tom Cruise, si elles voulaient être dans un film avec lui. Et on devait découvrir à quel niveau de la scientologie elles étaient. Tout était filmé. Les images étaient ensuite envoyées sur la base secrète. Au début, je pensais qu'on cherchait une actrice pour Mission Impossible 3. Mais en fait, on cherchait une fiancée pour Tom Cruise. Tom Cruise s'était plaint auprès de David Miscavige parce qu'il ne trouvait pas de fiancée. En fait, il ne voulait plus sortir avec une fille qui n'était pas scientologue. Mais après plusieurs semaines d'audition, aucune jeune fille n'est retenue. David Miscavige décide alors de convoquer des actrices non scientologues. Il a fait une liste après avoir demandé à Tom quelle actrice lui plaisait. Il y avait Jennifer Garner, Jessica Alba et Scarlett Johansson. Ce sont les noms dont je me souviens sur cette liste. Scarlett est la seule à avoir passé cet entretien. Mais dès qu'elle a compris de quoi il s'agissait, elle a pris ses jambes à son cou. Et c'est une autre actrice, absente de la liste, qui va finalement mordre à l'hameçon. Elle avait dit qu'elle avait un poster de Tom Cruise dans sa chambre et que petite, elle rêvait de se marier avec Tom Cruise. Elle a passé l'audition, elle a rencontré Tom Cruise et un mois plus tard, ils étaient ensemble. L'heureuse élue s'appelle Katie Holmes. Elle a 27 ans, elle joue à l'époque dans une série télé pour adolescents et surtout, elle adore Tom Cruise. I am so happy. You know, I am so in love. I feel like the luckiest woman in the world. Tom a dit après leur premier rendez-vous qu'il était tombé fou amoureux d'elle et qu'il voulait lui acheter une bague de fiançailles et l'épouser. Something magnificent has happened to me. She's really an extraordinary woman and I'm really, really happy. Et Tom Cruise a de quoi être ravi. Katie Holmes a accepté la condition incontournable de leur romance, entrer en scientologie. Il a été très clair avec elle. La scientologie faisait partie du marché, elle devait aimer ça autant que lui. Elle était catholique et elle s'est convertie. Pour épouser Tom Cruise, il faut être scientologue et elle a accepté de faire ce choix. Les premiers mois ont été intensifs. Elle a été formée, elle a suivi de nombreux cours de scientologie. À 43 ans, Tom Cruise a tout pour être heureux. D'un côté, une femme qui accepte et adhère à son idéologie scientologue. De l'autre, une carrière au sommet du box-office à Hollywood. Seulement, cette image idyllique va finir par devenir plus trouble. La raison de tout cela, la confusion des genres, avec à la clé quelques dérapages incontrôlés. Nous sommes le 17 juin 2005, gare de Lyon, à Paris. Dans la salle du restaurant Le Train Bleu, des journalistes attendent la présentation du dernier film de Steven Spielberg, La Guerre des mondes. Tom Cruise en est la vedette et il se présente face à eux, sourire aux lèvres. Mais les journalistes vont très vite comprendre qu'il n'est pas vraiment venu pour parler cinéma. Dans les à peu près 200-250 journalistes présents, il y avait beaucoup de journalistes européens qui étaient venus. Il était dans une forme vraiment olympique, sourire carnassier, vraiment on le sentait extrêmement heureux. On s'attendait à quelque chose de très maîtrisé, comme avec Tom Cruise, comme d'habitude, assez peu de liberté pour nous, pas de questions personnelles. Mais Tom Cruise a réservé une surprise aux journalistes. Il est venu accompagné de sa jeune fiancée, Katie Holmes, sagement assise à quelques mètres de lui. Évidemment, vu l'actualité, première question, alors le mariage. Le journaliste a entendu des rumeurs qui disaient que Tom aurait demandé Katie la main en mariage. Nous, on pensait qu'il n'allait pas en parler. On pensait que la première personne qui allait lui poser la question allait se faire envoyer sur les roses. Yes, I proposed to Kate last night. Et là, il se répand, mais il ne parle plus que de ça. It was at the Eiffel Tower. C'est incroyable, on l'a jamais vu comme ça. Jamais, jamais. Il lance des clins d'œil à Katie Holmes tout le temps. Il la prenait à partie, elle était vraiment le sujet du jour. She said yes.
Paris is... I've actually never been to the Eiffel Tower, and it's Paris, you know. It's beautiful, beautiful city. It's very romantic. Ça aurait pu très bien, s'il faisait la promo du film, ou s'il faisait sa propre promo, tout se mélanger. La guerre des mondes, pour laquelle il était là, pas une question, ça passe complètement à la trappe. Et tout le problème est là. Ce jour-là, Tom Cruise oublie de parler du film pour lequel il est en promotion. Il consacre même le reste de la conférence de presse à vanter les mérites de la scientologie. Scientology is my religion. Scientology has helped me in my life, and I've been a Scientologist for over 20 years. Tout à coup, c'est plus l'acteur pro qu'on avait avant qui assurait la promotion de ses films de façon impeccable. Le changement est tellement brutal et inattendu qu'on se dit il y a quelque chose derrière, c'est pas possible. Derrière, il n'y a plus rien justement, car Tom Cruise n'est plus encadré par des professionnels de la communication. C'est sa propre sœur désormais qui s'occupe de ses relations de presse. Elle était objectivement inexpérimentée et ne savait pas du tout comment le gérer. Et donc là, on va le pousser à proclamer sa foi scientologue. Du coup, en termes de communication, il a complètement lâché prise. Il ne contrôlait plus rien. Il s'est mis à parler et ça n'arrêtait pas. Et ça n'arrêtait pas. On a l'impression d'avoir Ron Hubbard devant nous presque. Hein. I'm very proud of being a Scientologist. Il est devenu la marionnette de la scientologie, parce que tout ce qu'il fait, c'est recracher le message de la scientologie. Tom Cruise est totalement ailleurs. Il a quitté la sphère professionnelle pour autre chose. Et le premier à s'en inquiéter, c'est cet homme, Steven Spielberg, le réalisateur du film. La sortie de la conférence de presse, donc l'attaché de presse du film, a eu un coup de fil apparemment de Spielberg qui disait qu'il était furieux. Steven Spielberg commence à se dire, mais attends, il utilise la promotion de son film pour ses frasques personnelles, pour sa vie privée. Professionnellement, le coup près est tombé sur Tom Cruise. Spielberg n'a plus voulu travailler avec lui. Pour la première fois de sa carrière, Tom Cruise déçoit Hollywood. Mais quelques jours plus tard, c'est l'Amérique entière qu'il va choquer. Le 23 juin, de retour aux États-Unis, Tom Cruise est toujours en promotion pour la guerre des mondes. Ce jour-là, il est l'invité de Matt Lauer, l'un des animateurs américains les plus populaires. Et une fois encore sur le plateau, Katie Holmes l'accompagne. Every newspaper, every entertainment show. What's it like for you to be living through this right now? C'est le type d'émission où l'invité est vraiment mis à l'honneur. Comme ça, il revient encore et encore, et c'est bon pour l'audience. It's just a great time in my life. I'm really happy. I'm engaged, I'm going to be married, and I can't restrain myself, you know? Tom Cruise est apparemment détendu, mais tout cela ne va pas durer. Matt Lauer choisit de revenir sur les remarques que l'acteur a faites quelques jours plus tôt à propos de cette femme, l'actrice Brooke Shields. Dans une interview, celle-ci reconnaissait avoir souffert d'une dépression postnatale et Tom Cruise lui a publiquement reproché d'avoir consulté un psychiatre pour se soigner. You gotta understand, I really care about Brooke Shields. And I know that psychiatry is a pseudoscience. La scientologie prétend que les psychiatres et psychanalystes sont des imposteurs et qu'elle seule détient les clés de la libération de l'esprit. Dès lors, devant des millions de téléspectateurs, Tom Cruise va alors s'en prendre directement aux journalistes. Here's the problem, you don't know the history of psychiatry. I do. En tant que scientologue, il croit que les psychiatres existent depuis la création du monde et qu'ils sont là pour infiltrer les esprits des gens afin de les contrôler. But Tom, if she said that this particular thing helped her feel better, isn't that enough? Matt, you have to understand this. Here we are today, where I talk out against drugs and psychiatric abuses, of electric shocking people, okay, against their will, of drugging children with them not knowing. Il est persuadé que les psychiatres essayent depuis des millions et des millions d'années de détruire l'espèce humaine. Do you understand that?
The difference is this was not against her will, though. But this wasn't against Brooke's will. Madam, asking you a question. Le ton de sa voix, sa manière de parler et sa façon de peser chaque mot, c'est comme si c'était David Miscavige qui parlait. Were psychology and psychiatry. Yet those alleged sciences had done nothing to earn their respect. It wasn't as if they had made a breakthrough or had some major success. No. Tous ceux qui connaissent David Miscavige et qui ont entendu parler Tom Cruise vous diront qu'il s'exprimait exactement comme lui. Matt Lauer essaie d'argumenter, mais cela ne sert à rien. Tom Cruise ne veut plus rien entendre. Do you examine the possibility that these things do work for some people? That yes, there are abuses, but aren't there examples where it works? Matt, you're glib. You don't even know what Ritalin is. Dire à Matt Lauer, vous êtes superficiel, c'est une insulte. C'est comme lui dire qu'il n'a pas d'éducation. Il se considère vraiment comme un spécialiste du sujet. Il pense avoir raison, il se prend pour le maître de l'univers. You're here on the Today Show when you don't know, and I do. I think that you should be a little bit more responsible in knowing what it is, because you communicate to people. But you're now... Les gens se sont dit ce n'est plus Tom Cruise l'acteur, mais Tom Cruise le prophète. Le public à ce moment-là lui a vraiment tourné le dos. Tom Cruise est devenu un pestiféré. Le public a tiré un trait sur lui. Tom Cruise est allé trop loin. L'Amérique est troublée, son public est troublé, et Hollywood également. Même ses plus grands fans disent qu'il a agi de façon totalement folle et étrange. Ça a fait peur à tout le monde. L'image de Tom Cruise est devenue catastrophique. Et la sanction va être immédiate. En août 2006, le patron de la Paramount, Sumner Redstone, le principal employeur de Tom Cruise, rompt son contrat avec l'acteur. Pour la première fois, un acteur qui faisait travailler des studios était mis en dehors du système à cause de son comportement extra-business. Après 14 ans de collaboration, Sumner Redstone, le patron de Paramount, a déclaré que le comportement de Tom Cruise en public avait eu des conséquences financières au box-office. Tom Cruise était choqué, c'était le Golden Boy. Pendant des années, il a obtenu tout ce qu'il voulait, tout l'argent dont il rêvait, et soudain, ça s'est arrêté. Il est retombé sur terre d'un seul coup, et il a compris qu'il fallait changer d'attitude. Changer d'attitude, là est la question. Tom Cruise vient de subir un coup dur, alors comment va-t-il réagir? Il a encore de l'argent, beaucoup d'argent, et il va vouloir devenir totalement indépendant des majors hollywoodiennes. Son objectif alors? Devenir propriétaire de son propre studio. Quand il quitte la Paramount, il a quand même environ 100 millions de dollars sur son compte en banque. Ça représentait beaucoup de dire, bon, ok, vous m'avez viré de la Paramount, mais moi je me débrouille autrement. Tom Cruise prend véritablement son destin en main. Il a donc décidé de devenir son propre patron, et il va alors s'intéresser à un studio qui est à vendre, et ce n'est pas n'importe lequel, il s'agit d'United Artists. C'est tout simplement un des studios mythiques d'Hollywood, qui a été fondé par des acteurs qui voulaient déjà s'engager beaucoup plus dans la production. Il s'offre quelque chose de prestigieux et qui, encore une fois, a un sens. Tom Cruise passe donc du statut de comédien à celui de patron de studio. Il se lance dans un nouveau projet, un projet ambitieux avec lui, bien sûr, comme personnage principal. En juillet 2007, Tom Cruise prend la direction de Berlin. Il va débuter le tournage du film qui doit le relancer, sa toute première production. Le projet s'appelle Valkyrie. Basé sur des faits réels, il va tenter de redonner vie à Klaus von Stauffenberg, un officier allemand de la Wehrmacht pas tout à fait comme les autres. Stauffenberg est un symbole pour les Allemands.
C'était un officier de carrière qui a tenté plusieurs fois d'assassiner Hitler. Un personnage important pour les Allemands. Mais quand Tom Cruise arrive à Berlin, sa réputation de scientologue l'a déjà devancé et il n'est pas vraiment le bienvenu. Il y a des gens de la famille von Stauffenberg qui ont jugé qu'il n'était pas décent que quelqu'un comme Tom Cruise représente leurs parents. On lui a interdit l'entrée des lieux historiques en Allemagne à cause de la scientologie. C'est quand même connu que Tom Cruise est membre de la scientologie, qu'il en a fait la promotion très régulièrement dans le passé. D'autant qu'en Allemagne, la scientologie est juridiquement reconnue comme une secte. Il y a des débats récurrents en Allemagne sur la nécessité ou non, la possibilité ou non, juridiquement, d'interdire purement et simplement la scientologie. Beaucoup d'Allemands dans la rue disent qu'ils sont contre cette organisation qui tente d'endoctriner les gens. Et en Allemagne, on s'interroge. Pourquoi Tom Cruise a-t-il choisi ce héros? Est-ce vraiment un hasard? Ce choix est-il uniquement cinématographique? Le fait d'avoir tourné un film sur un héros de la résistance allemande est quelque chose de très certainement calculé. Ça ne peut pas relever du hasard. Il veut récupérer l'image positive de Stauffenberg pour lui et pour la scientologie. Finalement, Tom Cruise surmonte cette difficulté et malgré plusieurs mois de retard, le film arrive à son terme. Nous sommes le 20 janvier 2009. Tom Cruise est de retour à Berlin pour la première européenne de Valkyrie. Et la presse s'interroge. Quel visage va vouloir donner le comédien à cette nouvelle campagne de promotion? Il est arrivé 2 heures avant. C'est très méthodique, quoi. Il commence à un point du tapis et il fait tout le tapis pendant 1h30. Il sourit beaucoup, il est bien habillé, il est très classe. Il y va, il laisse les gardes du corps, il touche les gens, il se fait embrasser, il se fait photographier. Mais derrière ce public de fans, un groupe d'anti-scientologues a fait le déplacement. Tom Cruise va-t-il alors réagir? Notre journaliste lui pose alors clairement une question sur le sujet. Were you upset by all the criticism that was made by the fact that you were a Scientologist? You know what? The thing is, we're just here to make a movie. You know, so we're just doing the best we can to make the film. Did it upset you? As I said. Thank you. Un Tom Cruise fuyant. Celui-ci aurait-il choisi de changer son mode de communication? Dans les premières conférences de presse qu'il a fait, dans les premières interviews qu'il a données, il n'en parle pas. Il dit rien là-dessus. Je pense que là, il doit essayer de changer son fusil d'épaule. En scientologie même, on a dû l'y encourager, c'est-à-dire qu'un Tom Cruise dévalué aux yeux du public, ça n'a plus beaucoup d'intérêt pour l'église de Scientologie. Tom Cruise a abandonné pour le moment le prosélytisme médiatique, mais pas son engagement dans la secte. Après plus de 25 années d'apprentissage, il a atteint aujourd'hui le niveau 7 de la scientologie. Le niveau 7, c'est le niveau que j'avais atteint également. C'est quasiment le plus élevé. Avec ce niveau, Tom Cruise pourrait prétendre à de nouvelles responsabilités au sein de la secte. Encore faudrait-il que David Miscavige veuille bien lui en donner. Miscavige nous a dit que s'il le pouvait, il ferait de Tom Cruise le numéro 2 de la scientologie. Mais Tom Cruise ne le sera jamais. Il est acteur, il a une autre fonction. Il n'y a pas de place pour un numéro 2. Il y a une direction monolithique avec un grand timonier, et puis à côté, il y a des gens qu'on va valoriser, mettre en avant, mais qui sont finalement un peu suspendus dans le vide, et qui sont en tout cas suspendus au bon vouloir du numéro 1 de la secte, c'est-à-dire Miscavige. Et Miscavige n'est pas prêt de céder sa place. Il doit assurer l'intérim à la tête du mouvement jusqu'à la réincarnation de Ron Hubbard. Autant dire que cela peut encore durer quelques années. Alors, comment Tom Cruise va-t-il gérer l'avenir?
oublier le prosélytisme, une forme de rédemption. La raison, en tout cas, voudrait qu'il reste désormais plus discret. La raison, certes, mais ici, dans cette histoire, a-t-elle vraiment sa place? Pas si sûr.